Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour ma review du chapitre numéro 8 du fan manga Dragon Ball Kakumai. Alors ce mois-ci, je serai nettement plus concis que les précédents étant donné que mon avis, mon appréciation en tout cas de Dragon Ball Kakumai ne bouge pas d'un seul millimètre après la lecture du chapitre numéro 8. Et de plus, l'histoire progresse mais pas énormément, elle prend surtout son temps, et ce n'est pas plus mal, ce n'est pas un défaut dans ce cas-là. Donc autant dire que je n'ai pas énormément de commentaires à en faire, et que ceux qui me viennent en tête seraient assez répétitifs des mois passés. Ce chapitre 8 porte le titre de Solo contre Trio. Alors au début j'ai cru que c'était une sorte de référence au combat qu'il y avait sur la planète Vegeta, mais en fait non. C'est en référence à la toute fin du chapitre avec le trio Tenshinhan, Yamcha et Krillin qui d'ailleurs apparaissent sur la couverture, également avec un Broly du plus bel effet vraiment. Ce visuel sur Broly me fait vraiment kiffer, je vous le dis, tout comme d'ailleurs celui qui nous est proposé dès la page numéro 2. Et grande fut ma surprise, je ne vous le cache pas, lorsque je constate qu'en ce début de chapitre, le combat, l'action qui nous était promise en fin du chapitre numéro 7 sera pour le moment éclipsée. Peut-être que plus tard ils vont faire un flashback, nous montrer ce qui s'est passé, mais là, à mon grand désarroi, ce n'est pas le cas. On arrive directement en fin de combat, j'espère qu'ils n'ont pas voulu prendre ce raccourci-là et cette facilité par la même occasion, et qu'à un moment ou un autre, on va revenir dessus. Et je pense que ça sera le cas, étant donné que quelques indices nous sont montrés quand même. Vegeta qui est toujours debout, à la fin d'un combat pourtant qui s'annonçait rude, alors qu'est-ce qui a pu y mettre un terme, étant donné que ce même Vegeta dira que Broly a progressé depuis leur dernier combat. Vegeta aussi, je n'en doute pas, mais à mon sens, il devrait se faire écraser par Broly. Donc soit Vegeta a déverrouillé quelque chose propre à Kakumai, soit Broly s'est contrôlé et n'a pas été jusqu'au bout, ou alors, il y a une piste aussi qui commence à être éclairée, le cas de Kale avec Vegeta, qui a même été impressionné par cette dernière et qui dit qu'elle pourrait être une enseignante pour Broly. Je pense que ces termes-là sont importants. Malgré le différentiel de puissance que l'on connaît a priori entre les deux, il nous semble quand même que Broly dépasse amplement cette dernière. Elle a pu exceller la nuit dernière dans une confrontation sûrement face à ce dernier. C'est peut-être elle, je pense en tout cas, qui a dû sauver la mise. Ça nous échappera pas non plus qu'Olifla a déverrouillé un nouveau stade. On peut parier le SCJ3 vu qu'elle avait déjà le 2. On sait qu'elle tendait vers le stade divin, mais elle avait montré son intérêt à la fois pour le 3, pour le God, pour le Blue de manière détournée dans l'animé. Mais l'avoir déverrouillé si rapidement le troisième palier serait quand même assez surprenant pour moi, je ne le cache pas, étant donné les difficultés que cela a causé pour Son Goku, mais je sais que Kakumai et moi avons des idées souvent similaires, une compréhension souvent similaire de Dragon Ball, vous voyez comme quoi, même si je suis pas toujours d'accord avec les chemins qu'ils prennent, en tout cas avec les décors qu'ils accordent à ces chemins-là, souvent il y a un fondement sur lequel on est d'accord et peut-être qu'ils vont se baser sur le fait que les Saiyans de l'univers 6 ont subi une mutation, et vous savez que moi je suis plutôt partisan du fait que cette mutation leur a procuré un potentiel génétique similaire à ceux des demi-Saiyans, des métis terriens Saiyan univers 7, tout en étant natifs Saiyans de l'univers 6. Peut-être que miser sur cela pourrait forger une belle base d'explication. Kiabe quant à lui m'est apparu un petit peu plus en retrait durant ces échanges-là. Peut-être qu'il a brillé durant la nuit, mais ça n'a pas été dit, ça n'a pas été mentionné. Les Saiyans de leur côté, eux aussi, sont restés éveillés toute la nuit, n'ont pas pu s'endormir, ont voulu s'entraîner. Alors c'est plutôt pas mal, ça dénote de leur envie, vraiment, de leur motivation à aller jusqu'au bout. Ce sont des Saiyans purs et durs, même s'ils sont de l'univers 6 au cœur plus doux. Malgré tout, en récupérant les enseignements et les préceptes de Kapen-Silin ou même de Son Goku, je trouve qu'il faudrait faire attention. Si 2 ans avant une guerre, 2 ans quand même, c'est beaucoup, tu restes éveillé chaque nuit, tu ne dors pas pour t'entraîner, tu risques de perdre la moitié de l'effectif avant même que la guerre ait commencé. Et puis les résultats pourraient en être presque déceptifs. Alors je me permets une petite répétition par rapport au mois dernier concernant les nouveaux chara-designs qui sont apportés par Kakumai. Je rebondis sur mes propos dans lesquels je vous disais que dans l'ensemble, les nouveaux chara-designs, c'est-à-dire ce qui n'existe pas déjà comme visuel de personnages, Vegeta, Goku et j'en passe dans Dragon Ball, mais les nouveaux bonhommes en quelque sorte, ne me séduisent pas. Alors à part un dont on va se parler après, ce chapitre-là est venu corroborer mes propos, c'est-à-dire que regardez cette page-là. Je vais pas dire que ça fait tâche, ça serait méchant, mais je trouve que ça dénote quand même. Vis-à-vis du reste, regardez la bande horizontale, les 3 cases, en plein milieu de page. En plus, il y a des références sympas aux précédentes œuvres de Toriyama, notamment dans la page de gauche, donc ça c'est saluable. Mais malgré tout, quand on regarde cet ensemble-là, ça donne une certaine irrégularité visuelle à Kakumai. J'ai compris les tenants et aboutissants, j'ai pu en parler notamment avec Darkos qui m'a expliqué un petit peu le pourquoi du comment, mais je pense que le tout à chacun du lecteur ne se pose pas ce genre de questions-là, il constate de ce propre yeux ce qui lui est donné, et il n'essaye pas de lire entre les lignes, en tout cas pour la plupart. Et je trouve que les chara-designs sont pas forcément très bien sentis, je trouve que on sent que moins d'efforts leur sont apportés, ce qui est normal, mais peut-être qu'il faudrait un petit peu moins lever le pied
quand il s'agit de nouveaux personnages, parce qu'il y a un effet découverte pour nous. C'est une exploration de l'univers 6 que même Dragon Ball Super, en tout cas concernant la planète Sadara, ne nous a pas tellement permis de faire. On a un petit peu vu des scènes, etc. Et la preuve, regardez dans Dragon Ball Super, quand il y avait des espèces de loupards en veste de cuir, on était plutôt déçus. D'ailleurs, Kakuma il va reprendre un petit peu ce design-là. Mais quand on voyait des Renzo et autres, on était plutôt séduits. Il y a cet aspect de la nouveauté et je pense que le premier contact devrait être un petit peu plus qualitatif. Alors on pourrait y voir des références, comme le gars au milieu avec son foulard au niveau du cou qui fait un petit peu penser à C17, sa veste et sa coupe de cheveux, malgré la coloration à la Trunks. Mais bon, je trouve que ça ne suffit pas. En parlant de Chara Design, il y en a des plutôt intéressants, comme le vieillard ensuite qui me fait beaucoup penser à Paragus. Serait-ce son équivalent Univers 6 ou sont-ils juste et uniquement inspirés de ce dernier? Ça serait drôle qu'il soit le père de Kale, mais bon, je pense pas qu'on ira jusque là. Il y en a un aux cheveux tout blancs. Je me suis beaucoup posé de questions parce que celui-ci n'est pas âgé, il est très jeune. Son design me fait beaucoup penser à la représentation que l'on a des Tsuful dans les itérations non canon mais quand même existantes de DBZ. Eh bien je pense que ma remarque a trouvé directement réponse car dès les pages qui suivent, après quelques élans de fierté de Vegeta que je trouve encore un petit peu fort de café mais je vais pas revenir sur ça, on a une discussion entre Bulma et une femme Saiyan, alors comment est-ce qu'elle a pu sympathiser avec, etc. On n'en sait pas plus, c'est un petit peu dommage. J'ai d'ailleurs du mal à cerner ce personnage féminin-là. Est-ce qu'elle cache son jeu, il y a quelque chose de bizarre, une supercherie, ou alors elle ouvre purement son cœur vis-à-vis de Bulma et il lui accorde son amitié totale? Je suis vraiment tranché entre les deux, mais on va dire qu'elle est gentille. En tout cas, les deux vont se parler de leur fils, de Trunks, etc. Vont faire des parallèles entre les deux qui sont des plus appréciables, jusqu'à ce qu'elle nous parle d'un dénommé Pépino. Pépino, alors oui, ça peut faire sourire comme nom, je le conçois, mais c'est plutôt bien pensé vis-à-vis de la mixité Saiyan Tsuful. Mixité donc génétique. Sa mère est Saiyan, son père est Tsuful, car les Tsuful sont toujours présents sur l'univers 6, expliquant également pourquoi est-ce qu'ils sont si avancés que cela technologiquement. Il y aurait même le plus grand laboratoire de recherche de tout l'univers 6 en matière d'avancée. Donc je pense que le Saiyan préalablement aperçu est un Tsuful, peut-être son mari, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le fils Pépino, on le voit aussi. Et j'ai trouvé son Chara Design, qui est censé d'une manière ou d'une autre mixer les attraits des Saiyans et des Tsuful, d'après ce que j'ai compris, plutôt séduisant. Alors faudra le voir en action, faudra le voir de face, faudra le voir dans différentes poses, etc. Pour moi, cela fonctionne. Ce n'est pas très Dragon Ballesque, pour le moment, je le concède, mais je trouve que c'est quand même efficace et un minimum recherché et travaillé, surtout pour un personnage descendant à la fois des fruits et des légumes, c'est quelque chose d'assez rare et même de jamais vu dans l'œuvre Dragon Ball, et je me réjouis alors donc d'ores et déjà, de voir quels seront ses agissements, quel sera son intérêt, sa valeur ajoutée dans le scénario de Kakumai. Ça peut être un élément très particulier, très intéressant à faire valoir lors d'une guerre. Le mélange presque parfait au final de l'intellect et de la puissance surhumaine. Alors bien sûr, Bulma ira rendre visite à ce laboratoire, j'espère qu'elle ne veut pas passer pour une débile à l'intérieur, qu'elle ne va pas être trop dépassée, j'espérerais même qu'elle arrive à comprendre directement, à maîtriser leurs outils, sans forcément les devancer non plus, mais j'aimerais en tout cas qu'elle puisse s'y acclimater. Mais peut-être que Kakuma va décider de mettre Bulma dans une position de faiblesse, c'est rare qu'on la voit ainsi, je ne parle pas physiquement mais intellectuellement, et du coup ça lui donnerait de quoi et matière à s'entraîner durant ces 2 ans. On ait une sorte de forme ultime, intellectuellement parlant, de Bulma à l'issue de ces derniers et qu'elle puisse, un petit peu de manière tout à fait différente, mais un peu comme les ondes qu'elle a pu envoyer dans Dragon Ball GT pour permettre au développement du SSJ4, notamment chez Vegeta, et bien qu'elle puisse avoir ce genre d'objet, d'artefact qui viendra aider la Z-Team face à une guerre contre des êtres de type divin. Je sais qu'habituellement la Z-Team se bat de manière assez fair-play, mais dans un combat où les êtres à abattre sont des anges, des Akashin et j'en passe, je pense qu'utiliser certains accessoires provenant de chez Bulma, et pourquoi pas de son association avec l'univers 6, pourrait être intéressante. D'ailleurs, très bon point de Kakumai, il n'hésite pas à créer des synergies. On l'avait vu le mois dernier avec C17. Gohan qui va chez les Pride Troopers, est-ce que c'est une bonne synergie ou pas? Je ne sais pas pour le moment, mais ça devrait l'être. Vegeta, Saiyan Univers 6, y compris avec Broly. Bulma dans les labos de Tsuful, très belle idée également. Et une qui prend de plus en plus forme et qui a déjà pu nous impressionner, je trouve, c'était même le gros temps fort de ce chapitre 8, notre bon vieux trio, Krillin, Tenshinhan, Yamcha. C'est sûrement la nostalgie qui parle, mais j'ai du mal avec cette coupe de cheveux de Krillin. Je comprends l'effort qui est apporté, etc. Mais j'ai toujours du mal avec, à la limite je préférerais le voir tout chauve. Mais ça, ce n'est que du détail, ils font face au trio du danger. Alors relativement grand fut mon étonnement quand j'ai appris que les propos et la voix du grand prêtre ne pouvaient pas passer au travers de tout pour l'être suprême qu'est le grand prêtre, le Daishinkan. Lorsqu'il a fait son annonce, bien sûr, de la fameuse guerre et du topo, en fait, de la situation, ça m'a un petit peu étonné parce que j'ai repensé, par exemple, à Freezer
qu'il y a plus dans le film Dragon Ball Super Broly, même si c'est pas la même chose, mais avec une petite poussée d'énergie de ki, d'un coup dégager devant lui le passage au niveau des nuages. Dans Dragon Ball Kakumai, avec un simple petit coup de canne, Whis a écarté ces mêmes nuages-là. Alors je sais que Whis et Freezer, tous les deux, étaient à proximité de ces 10 nuages, et que le Daishinkan leur parle depuis une sorte d'autre dimension, depuis son propre monde. Et on peut imaginer qu'une voix n'est pas forcément emplie de ki. Je pense qu'il y a plein d'explications à cela, mais je pense que ça aurait amplifié la magnificence, et cette puissance, en fait, inatteignable que possède le grand prêtre. Surtout que là, on peut se poser d'autres questions, et elle est même soulevée par le chapitre de Kakumai en se disant « Mais alors, il y a plein d'autres peuples qui ne sont pas au courant. Que feront-ils au moment venu? Vont-ils être simplement détruits? Vont-ils être prévenus d'une manière ou d'une autre ?» En tout cas, c'est un petit peu comme un petit aveu de faiblesse du grand prêtre, même si je prends également en compte les conditions dans lesquelles son appel a été passé. Contexte de guerre, il y avait une attaque, il l'a pas fait en pleine possession de ses moyens. Je le concède aussi, malgré tout, bon, ça coince un petit peu, ça reste de l'ordre du détail, et c'était pour arranger le propos de la discussion, l'approche même de Tenshin Han et sa bande face au trio du danger. Trio du danger qui, je trouve, a été très bien exploité. Leurs capacités, notamment celle de Bergamo, ont ou a, parce qu'on n'a pas trop vu les autres se battre, étaient pleinement exploitées durant ce combat-là. J'aurais bien aimé voir un petit peu de Lavenda, etc., un peu plus mis en avant, voir un petit peu plus leur spécificité. C'est vraiment Bergamo, je trouve, qui a eu le centre des honneurs ici, mais pourquoi pas. Et ça démontrait aussi d'une chose, et je trouve que ça fait un peu écho au titre, solo face à trio. Le trio du danger, bien qu'il s'appelle trio, mise beaucoup paradoxalement sur les individualités de leur groupe. Tandis que le trio de Krillin et de ses amis, individuellement, c'est pas oufissime, mais en groupe, ça peut être assez explosif, et on l'a vu dans le chapitre là. Et on comprend que même si le trio de l'univers 7 aura plus de choses à apprendre et plus de marge de progression, également le trio du danger pourrait apprendre, s'unifier d'une manière similaire à la team de Krillin, et également eux aussi évoluer durant les 2 ans. Ils ne seront pas que les maîtres. Les deux groupes seront à la fois maîtres et élèves, et j'ai envie de voir ça. Alors à partir de cette page-là, franchement, techniquement, je n'ai pas grand-chose à en dire. Alors attention, je ne dis pas que ça vaut les plus grands maîtres mangaka ou autres, mais je trouve qu'on est quand même ravis, parce que l'on voit, nos yeux sont satisfaits, il n'y a pas de case qui fait tâche ou quoi que ce soit. Si ce n'est une, c'est une double page au moment de l'explosion finale, je vous l'affiche d'ores et déjà. Consacrer une double page à une explosion dans laquelle on ne voit rien d'autre que l'explosion en noir et blanc, est-ce que c'est judicieux ou pas, sans même que l'on y voit les personnages? Je ne sais pas, je pense qu'une double page mériterait à nous montrer quelque chose, à nous montrer une partie du terrain qui est en train d'être éradiquée, à nous montrer l'effet que cela a sur les personnages. Parce que le plan qui est montré par cette double page, il marcherait en animé. Mais en manga, je suis pas totalement sûr. En tout cas, le creux et le cœur de l'action entre ces deux trios était, à mon sens, assez monumental. J'en ai réellement eu pour mon argent, même si ce chapitre est gratuit. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je vous mets tous les liens en description. Vous pourrez lire Kakumai du début si besoin, ou directement lire ce chapitre numéro 8, totalement gratuit, sans inscription. C'est le florilège des techniques signatures de chacun, des chorégraphies de combat, et j'apprécie que Kakumai fasse des efforts là-dessus. On ressent une volonté de s'inspirer de certains arts martiaux, et en plus, on combine ces diverses méthodes et techniques de combat, par exemple entre Tenshin Han et Yamcha, pour qu'elles en forment une nouvelle tout à fait inédite, mais qui viennent se compléter et qui peuvent faire mouche même face à des adversaires plus puissants que eux. Alors à partir de là, j'ai envie de dire, que demande le peuple? Eh bien une bien grosse attaque finale, une vague de ki en trio qui a su mettre vraiment à mal le trio du danger. D'ailleurs, je parlais de double page, rendons également à César ce qui lui appartient. Ça, c'est un très bel exemple de double page superbement utilisé. D'ailleurs, il y a tout ce que je citais précédemment. Dégâts sur le décor, ampleur de la vague de ki, on voit les personnages avec un petit bonus et leurs auras qui s'amplifient. On voit également cet effet de vague de ki qui commence à être boosté, et tellement qu'il y a un regain d'énergie, comme disait la VF de Dragon Ball Z, on voit presque une autre enveloppe de ki vient envelopper celle qu'ils avaient déjà commencé à propulser, pour tenter d'obtenir un avantage non négligeable sur le trio du danger. D'ailleurs, si vous vous demandiez pourquoi ils se battent, c'est tout simplement une sorte de question de légitimité. Un petit peu comme le chapitre 6 qui avait pour titre légitimité, le combat des Saiyans, etc. J'ai ressenti pas totalement de la même manière, mais ça m'a paru très similaire. Les deux groupes, surtout le trio du danger, avaient besoin de voir si ça valait le coup de s'impliquer dans cette affaire de Krillin, Tenshin Han, Yamcha, ou s'ils perdaient leur temps avec ce qui a mené au combat. En gros, n'y voyez pas plus loin que ça. La morale à tout ça nous sera donnée par le trio du danger directement, à savoir que ce trio leur ressemble et leur véritable force réside dans leur collaboration. Mais séparément, leur manque de puissance individuelle paraît flagrant. Vous voyez, il y a cet écart-là
cette asymétrie entre les deux groupes, mais malgré leur disparité, on peut trouver des points de ressemblance entre les deux. Alors au final, la logique des choses a quand même pris le pas, c'est-à-dire que même si le trio de Yamcha a fait pour moi une prestation plus remarquable que celle du trio du danger, il en ressort que ce sont les canidés de l'univers 9 qui en ressortent quasiment indemnes, tandis que la Z-Team, en tout cas les 3 membres représentants de la Z-Team ici, sont complètement KO et vont avoir besoin d'urgence de soins. Pendant ce temps, tel que nous le dit le chapitre, on clôture sur la planète de Sidra. Sidra du même univers, mais du coup dans une zone divine, celle du dieu de la destruction, avec ce genre de scène que j'apprécie, même s'il y a un point qui m'a un petit peu dérangé, je vous en parlais. Ça va peut-être faire sourire l'équipe qui gère Kakuma, mais c'est pour moi depuis le tout début de ce fan manga, le personnage qui arrive à mixer le mieux visuellement ce qui est proposé dans Dragon Ball Super et la patte visuelle de Poisson Labo, étrangement. En tout cas, j'ai été marqué par ça. En tout cas, on sent que quelque chose se manigance entre ce Kaioshin et Sidra, qui semble s'adonner à une sorte de petit stratagème, d'après ce qu'il dit. Ça me paraît un petit peu bizarre de ne pas voir ce Kaioshin Ro en train de manipuler Sidra. Là, les deux ont l'air de s'être entendus alors qu'il nous avait été expliqué que Sidra était un petit peu faiblard. J'avais cru comprendre qu'il était un petit peu bébête aussi, pas forcément simplé, mais en tout cas je me rappelle clairement d'une biographie du site officiel de Toei Animation qui nous disait qu'il était un personnage très indécis, ce qui d'ailleurs causait la perte de son univers. Au niveau des destructions, il avait un petit peu du mal à faire ses choix. Et c'est d'ailleurs une faille que Toei Animation avait tenté d'exploiter avec Ro, son Kaioshin, qui tentait de le manipuler d'une manière ou d'une autre et qui empiétait un petit peu trop sur les affaires du Akaishin. Alors cette fois-ci, les deux semblent être de mèche à l'unisson, mais l'ange Morito n'est pas prêt de se chauffer de ce bois-là, mais malgré tout, même s'il remarque une certaine supercherie et qu'il promet avec un air des plus efficaces de les tenir à l'œil, j'ai l'impression qu'il a tout de même un temps de retard. Il n'a pas été capable d'entendre leurs discussions, ni de les regarder au travers de son bâton, sans rien dire, ni vu ni connu, pour voir jusqu'où Ro et Sidra pourraient aller. Et en plus, il est directement démasqué vu qu'il leur dit « Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis obligé désormais de vous surveiller. » Je trouve que même si Morito a une belle prestance, il s'est retrouvé dans une position de faiblesse et de suiveur presque, vis-à-vis de ce schéma que Ro et Sidra sont en train d'esquisser. Alors concernant la conclusion du chapitre, je n'ai pas grand chose de plus à ajouter, ça concerne Yamcha, Krillin, Tenchin Han, je vous laisserai la savourer de vos propres yeux. Petite mention spéciale à la musculature, et je ne rigole pas, extrêmement développée de Yamcha. Je sais que Kakuma se va avoir un style plus mature, avec des personnages plus balèzes qu'ils ne sont dans Dragon Ball Super, mais là je pense que même durant la période prime de Toriyama, du manga Dragon Ball, il n'aurait pas osé faire un Yamcha si musclé que cela. Son corps a l'air presque métallique, tellement il est congestionné, c'est assez fou. En tout cas, en parlant de musculature, Kakuma nous a fait un bonus ce mois-ci, à savoir une page qui n'aura jamais lieu au sein de son histoire, mais qui concerne notre bon vieux Vegeta dans sa forme d'Ultra Ego, à savoir de Wagamama no Gokui. Alors je trouve le visuel absolument impeccable, j'ai été vraiment ravi de le voir ainsi. Il nous promet d'ailleurs une version colorisée dans le tome 2, je suis extrêmement curieux et j'ai hâte de voir ça, mais en même temps ils ont remis les barres sur les T et les points sur les I en nous disant de ne pas s'attendre à voir du Vegeta Ultra Ego dans Kakumai, et à ne pas voir toutes les nouveautés de Dragon Ball Super arriver comme ça par magie dans Kakumai, sinon il faudrait revoir l'histoire à chaque fois, et ça mettrait en péril le scénario de Kakuma et la longue. Donc Kakumai se déroule selon ses propres auteurs, après Dragon Ball Super Broly le film, donc tout ce qui est Moro, Granola, super-héros, n'est pas à prendre en compte. J'avais quelques doutes, rappelez-vous, les mois derniers, parce que parfois ça collait franchement avec le propos de Moro, ou encore de super-héros avec Pan, mais non, ce n'est pas le cas, et c'est quelque chose que je comprends en fait totalement. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura su vous plaire, vous divertir, n'hésitez pas à aller soutenir, à aller jeter un coup d'œil, à aller lire Dragon Ball Kakuma et à vous faire votre propre avis, à venir me le partager également en zone commentaire ci-dessous, je serai là pour vous y lire tous, vous répondre un maximum qui m'est possible, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.